Mesdames et messieurs les représentants des soins, de la recherche et de l'exercice médical et biomédical, Mesdames et messieurs les représentants des sociétés académiques, Mesdames et messieurs les responsables et représentants de la presse et de l'édition des professions de santé, chers confrères, Mesdames et messieurs, je vous salue toutes et tous au nom du syndicat de la presse et de l'édition des professions de santé que j'ai l'honneur de présider. C'est un véritable plaisir pour moi de vous trouver ici, réunis à l'occasion du rassemblement de notre profession qui consacre chaque année, depuis 20 ans déjà, un événement important dans nos parcours pluriels au service de la santé. Un événement qui commencera ce soir par une conférence sur le thème majeur des humanités et de la santé, conduite au format de l'échange entre mesdames Cynthia Fleury et Anne-Marie Moulin, que je remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation, et qui se prolongera en deuxième partie de soirée, très précisément à 19h45, par la cérémonie de la 20e édition de notre Grand Prix éditorial. Madame Cynthia Fleury, sachez que c'est un grand honneur que vous nous faites d'intervenir aujourd'hui dans le cadre de notre Grand Prix éditorial. Permettez-moi de retracer quelques étapes de votre parcours et de vos engagements. Vous êtes philosophe et psychanalyste, titulaire de la chaire Humanité et Santé, professeur au Conservatoire national des arts et métiers, professeur associé à l'École des mines de Paris et membre du Comité consultatif national d'éthique. Vos nombreuses publications et directions de publication soutiennent par ailleurs votre activité, comme l'ensemble des engagements que vous avez pris, que ce soit auprès de l'UNESCO, du SAMU de Paris, du projet ICAR, mais aussi des femmes, de la nature et du sujet malade, ainsi que vous le précisez, pour définir ou redéfinir la relation aux soins entre un patient et sa maladie. En 2016, vous avez fondé à l'Hôtel-Dieu de Paris la première chaire de philosophie à l'hôpital. Une chaire accessible à tout public, dont l'une des vocations était de former les professionnels de la santé, mais aussi les étudiants et les familles des patients. Par cette initiative, vous avez renoué avec la longue tradition humaniste qui prévaut en France depuis la Renaissance et qui, sans doute, avait été négligée depuis quelques décennies, durant lesquelles les humanités n'étaient plus au fondement de nos engagements, alors que la question du soin demeure un souci public permanent. Notre conférence se déroulera sous la forme d'un dialogue entre Madame Cynthia Fleury et Madame Anne-Marie Moulin, médecin et philosophe, directrice de recherche émérite au CNRS, membre du comité d'orientation de la concertation citoyenne sur la vaccination et professeur associé à l'Université Sangor d'Alexandrie. Vos engagements, Madame Moulin, vous ont conduit sur tous les continents et vos expertises sont nombreuses. Je me limiterai à en citer quelques-unes. La santé publique, l'épistémologie, l'éthique ou encore l'histoire de la médecine. Le sujet de ce soir, autour des humanités et de la santé, interroge tout particulièrement la vocation et les objectifs de la chaire du CNAM placée sous la conduite de Madame Cynthia Fleury. Son modèle consolidant recherche et enseignement des humanités dans les formations initiales et continues du soin vient en réponse aux interrogations sanitaires et sociétales. Une réflexion critique nécessaire dans la modernisation de nos systèmes et organisations de santé et dans la rénovation de la relation soignant-soigné. Je vous remercie d'accueillir par vos applaudissements nos intervenantes et je vous souhaite une excellente soirée. Vous m'entendez ? Le vôtre marche ? Je crois que ça marche. Ça marche, ça marche ? Alors, pour débuter, vous m'entendez ? Je vais vous confier un petit secret. J'ai découvert il y a 5 minutes qu'il fallait que j'anime cette conférence. Donc voilà. Mais je suis très honoré de le faire. Oui, très heureux. Et très heureux, absolument.
Si vous le permettez, on peut peut-être commencer par parler justement de cette chaire et d'expliquer un peu ce qui a été à l'origine de cette création et les principaux objectifs de cette chaire. Tout à fait. D'abord, moi, je suis également très heureuse d'être parmi vous et puis d'être avec Anne-Marie Moulin, d'avoir cet échange. Alors, rapidement, puis j'étais heureuse d'entendre, parce que souvent, on ne cite pas ICAR. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ICAR, c'est un protocole d'intermittence du traitement du sida, avec un brevet, entre guillemets, des universités et je ne sais plus de quel hôpital, mais qui a été conduit notamment par Lebovitch, que certains connaissent. Et moi, j'ai accompagné ICAR depuis le début, donc ça fait un certain temps. Et pourquoi j'ai accompagné ICAR? Parce que je suis effectivement clinicienne, et dans le cadre de ma clinique, différents médecins faisant ICAR me demandaient, parce que les patients, c'est pas simple de suivre le protocole ICAR dans tous les sens du terme. C'est pas simple, et c'est pas simple non plus d'avoir les beaux comme médecin. Donc ça, c'est personnel pour ceux qui connaissent le docteur Lebovitch, mais comme je le connais depuis que j'ai 10 ans, je me permets ce genre de choses. Et donc, voilà, j'accompagnais et j'accompagne toujours des patients qui sont sous ICAR. Alors, la chaire de philo, rapidement, je vais vous donner à la fois une raison historiographique et affective, et puis une raison plus théorique. La raison plus affective, on en parlait à l'instant avec Anne-Marie, c'est en 93, donc ça fait un petit moment maintenant, j'avais 19 ans, et j'ai été la première aidante d'une personne dans ma famille très importante qui a eu un accident gravissime, la laissant entre la vie et la mort. Il s'avère que, je donne tout de suite la fin de l'histoire, elle est vivante, mais qu'entre-temps, entre ce retour, ce moment de l'accident terrible et du retour à la vie, ça n'a pas été simple. Et que l'expérience que j'ai vécue à ce moment-là, comme première aidante, puisqu'elle était de toute façon dans le coma, et puis ensuite dans les soins intensifs, etc., a été une expérience de réification, pour le dire gentiment, terrible et terriblement contre-productive. Et c'est vrai que j'étais une jeune étudiante en philosophie, et je me souviens, puisque quand on a rapatrié le corps, on est allé à Garches, je me souviens très bien à Garches, un soir, me dire, bon ben voilà, je suis une jeune étudiante en philosophie, un jour j'aurai peut-être la possibilité de créer une chaire de philosophie, je ne la ferai pas à l'université. Voilà, c'était flagrant que si une chaire de philosophie devait exister, c'était là, à l'hôpital, in situ, dans un endroit de vie et de mort, de naissance, de confrontation avec tous les points limites de la vie, et surtout pour rappeler cette vérité que vous connaissez tous et que nous connaissons tous, que nous soignons des personnes malades et pas des maladies. C'est terrible à dire, c'est d'une terrible évidence, mais ce n'est pas toujours le cas, malgré la splendeur de la technicité, malgré l'engagement majeur et puis qualitatif des médecins, des infirmières. Il n'empêche, il y a des choses qui sont terriblement, encore une fois, contre-productives en termes de soins. Le temps a passé, et puis à un moment donné, j'étais dans une position où j'ai pu revenir avec cette vieille idée, 2016, donc je ne suis pas d'une rapidité immense. Et à ce moment-là, je suis allée voir notamment le directeur de la PHP, qui est toujours Martin Hirsch, en lui proposant, et lui-même, depuis longtemps, était sur bien évidemment des réflexions autour de ça. Il y avait déjà à l'Hôtel-Dieu une petite sœur, entre guillemets, qui est la chaire Ospinomics, que vous connaissez peut-être, une chaire d'économie de la santé. Et donc, voilà, nous sommes partis avec cette idée de, voilà, je lui ai proposé la création de cette chaire de philosophie à l'hôpital, qui a d'abord donc eu son lieu de naissance à l'Hôtel-Dieu. J'y suis restée pendant quelques années, qui aujourd'hui est dirigée par Céline Lefebvre et sous égide APHP et ENS. Moi, je suis restée dans le conseil scientifique, et puis je suis partie, puisqu'il y avait une volonté aussi de Creative Commons, de véritablement, non pas faire une énième coquille, mais plutôt d'aller vers quelque chose d'une
d'une normalisation haute, c'est-à-dire de créer une chaire de philosophie là où les services hospitaliers le demandaient, en l'occurrence Sainte-Anne, et donc j'ai pris la tête de cette chaire de philosophie à l'hôpital, au GHU, au groupe hospitalier universitaire donc de Paris, psychiatrie et neurosciences, et qui a été rattaché à la chaire Humanité et Santé, école doctorale Abbé Grégoire, au Conservatoire national des arts et métiers. Voilà, ça c'est l'aspect technique. Alors qu'est-ce que fait cette chaire ? Vous l'avez dit, de l'enseignement de la recherche, ça c'est, je dirais, classique. Mais on n'avait pas envie simplement de faire ça. Et puis je vous dirai sur quoi on travaille plus spécifiquement. On avait envie aussi de se lier à une autre entité, qui est aujourd'hui une entité qui est la seule au monde, entre guillemets, à faire cela, puisque la France est le seul pays à avoir choisi la diplomation des patients experts. Il existe des patients ressources, il existe des patients partenaires, des patients experts tout court, mais ils ne sont pas diplômés. La France a fait ce choix de considérer que la diplomation avait une fonction quasi thérapeutique d'une certaine manière aussi, et que par ailleurs, pour réintégrer dans le cursus de soins, mais aussi de formation des médecins, des soignants, des patients, un patient expert, il valait mieux qu'il soit diplômé. Ça, c'est peut-être un tropisme statutaire français, mais c'est ainsi. Je pense que c'était un juste choix. Et donc, sur le site de la Salpêtrière, le professeur Catherine Tourette-Turgis a créé l'Université des patients, que certains d'entre vous connaissent peut-être, et qui aujourd'hui fête ses 10 ans, alors que nous, on est plus petits encore. La chaire de philosophie, on fête nos 5 ans. Donc, l'Université des patients, plusieurs DU, démocratie sanitaire, éducation thérapeutique, nouveau parcours en oncologie, réflexion sur, bien évidemment, les patients experts en santé mentale, bon, différentes choses comme ça, qui sont très intéressantes. Pourquoi ? Parce que, et puis surtout, un travail autour de la clinique du rétablissement. Tout le recovery, la France est assez faible encore en recovery, donc le post-cancer en l'occurrence. Vous connaissez ces chiffres. Ces chiffres, ils sont assez durs, c'est-à-dire qu'au moment de la rémission, vous avez plus de 45% des patients qui tombent en dépression sévère, donc pas légère, sévère. Et donc un nouveau parcours de soins se promet à eux alors qu'on vient de leur expliquer qu'ils sont guéris entre guillemets. Mais malgré, bien sûr, tout ce qu'on connaît sur la question de la rémission, de la récidive, tout ce que vous connaissez mieux que moi, un tiers des patients perd son travail alors qu'ils viennent de recevoir cette annonce de guérison, donc, etc. Tout ça fait que dans cette clinique du rétablissement, nous avons essayé de mettre en place 6 grandes dimensions, et la dimension médicale, c'est une dimension. Et bien évidemment, il est clair que ce n'est pas demain le médecin qui peut porter seul cela. Il n'en a pas le temps, il n'en a pas la formation. En a-t-il le goût ? Je ne sais pas, parce que c'est une autre manière, mais c'est du soin. Donc ce n'est pas une affaire, si j'ose dire, dédiée à la guérison de la tumeur, mais c'est quelque chose qui est, comme dirait Canguilhem, qui permet l'invention d'une nouvelle norme de vie. Et pour ma part, c'était cette affaire-là. C'était cette affaire de dire dans la guérison, il n'y a jamais d'à-rebours. Donc en fait, il n'y a pas de réparation au sens classique du terme, il n'y a pas d'à-rebours, il y a toujours de la création. Et nous essayons à la chaire de défendre des aspects capacitaires de la vulnérabilité, et voilà, dans le sillage de Canguilhem et puis de tant d'autres, de réfléchir à ce qu'on appelle l'approche holistique de la santé, l'approche subjective de la santé tout de même, parce qu'encore une fois, c'est une personne, l'approche institutionnelle aussi. On a un grand programme qui s'appelle Soigner l'hôpital, donc il a dû, si j'ose dire, il est en ce moment très occupé. Mais l'expression était de Hermann, Tosquelles, enfin d'autres ont porté cette notion de soigner l'hôpital. Mais enfin, une approche institutionnelle nous paraissait absolument déterminante. Et ça, c'est une réflexion typique sciences humaines et sociales, SHS. Et puis, une approche politique du soin, parce que la question de la justice, de l'accès, etc., qui sont des questions connexes, entre guillemets, mais qui ne sont pas apportées directement par les médecins. Et l'enjeu, c'était de proposer des cours ouverts à tous, gratuits, ouverts à tous, sans certification ou avec certification, enfin avec diplomation. Donc on a, comme tout le monde, des masters et des DU,
Et on a aussi des cycles de conférences ouverts. Vous pouvez taper sur le net chaire de philosophie à l'hôpital et on essaye de mettre à disposition. C'est toujours particulier. Il y a les médecins, les directeurs d'hôpitaux, les patients, tout le monde. C'était intéressant de voir, par exemple, qu'à Sainte-Anne, pour ne pas le nommer, donc je ne le nommerai pas, mais mon acolyte du séminaire de Sainte-Anne était dans un premier temps, ce n'était pas simple pour lui, en tant que chef de service de la psychiatrie, de faire court avec au premier rang ses patients. Ce n'était pas simple. Moi, je suis habituée depuis longtemps à avoir mes patients dans... je mets mes patients au sens de psychanalyste, hein, mais en l'occurrence, lui, non. Donc c'est vrai que tout d'un coup, de traiter avec un schizophrène, notamment aussi un érotomane, etc., ça redistribue très clairement le jeu, parce qu'au moment des questions et des réponses, après la conférence, comme ça, un peu, etc., c'est pas pareil, quoi. Bon. Et puis, dernier point, parce que je suis trop longue, nous voulions une structure d'expérimentation. C'est-à-dire, on ne voulait pas simplement être de la recherche, de l'enseignement, de la formation, de la diplomation, c'est-à-dire tout ce que classiquement une chaire est. On voulait faire du prototypage, on voulait tester des choses, on voulait inventer, on voulait directement aller sur la clinique, etc. Et donc à ce moment-là, avec l'école des mines, avec donc des ingénieurs, avec des designers, avec des architectes, on a créé un troisième volet de cette chaire de philosophie à l'hôpital où nous faisons en bon français des POC. Alors, des POC, pour ceux qui connaissent, ce sont des proof of concept, c'est-à-dire en gros des expérimentations. J'adore quand on donne un nouveau nom d'un truc qui est vieux comme le monde, mais que nous avons baptisé en bon marketeur de nous-mêmes proof of care. On n'allait pas se priver. Et donc, ces preuves de soins ou ces preuves de concept, c'est des tests que comment ça marche. Un service demande à la chaire de venir dans son service pour régler un certain type de problème. Et à ce moment-là, nous inventons avec les parties prenantes de ce service, avec les designers, avec les ingénieurs, des objets, des applications, des protocoles organisationnels nouveaux, etc., etc., des formations. Voilà. Et aujourd'hui, je vous invite, c'est une invitation solennelle avant de donner la parole à Anne-Marie. Donc nous POCons en ce moment dans le service des urgences de Philippe Juvin. Donc on va avoir un POC fermé d'abord parce que faut quand même essuyer les plâtres. Maintenant, qui va commencer en décembre, mais en janvier, fin janvier, je pense, le POC sera ouvert. Et donc, vous pourrez voir qu'est-ce que c'est que de POCer sur des points précis, de tester des objets qui ont été créés avec les services pour répondre à leurs besoins. Hein, donc, autant on fait du top-down, entre guillemets, sur des problèmes de maquettes, de cours, etc., autant dans cette partie, on est vraiment, c'était le but, à disposition des services hospitaliers. Voilà, j'ai fait rapidement. Extrêmement intéressant. J'ai peut-être une question à vous poser, Madame Moulin. Vous qui avez sillonné, je le disais tout à l'heure, le monde entier, est-ce que, ou quasiment, en tout cas vous avez une expérience internationale extrêmement riche, est-ce que ce type de projet de chaire existe également dans d'autres pays ? Vous me posez une colle, parce que je pense que dans la plupart des pays où j'ai exercé, comme vous le dites, dans le monde, là je suis sûre qu'elle n'existe pas. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas des discussions, des interrogations, etc. Mais sous une forme, de façon formalisée, je pense qu'en Égypte, au Yémen, pour citer deux pays où j'ai exercé, je ne vois pas très bien l'équivalent. Mais je vais y réfléchir. En tout cas, ça n'est pas d'actualité dans les conjonctures politiques particulièrement difficiles que traversent ces pays. Mais en écoutant Cynthia, cela me faisait évidemment franchir quelques années en arrière, et j'étais un peu amusée presque à l'idée des patients au premier rang de l'auditoire. Pour vous expliquer pourquoi, en plus vous parlez de Sainte-Anne. Et j'ai connu Sainte-Anne avant 1968. Et à l'époque, il y avait les grandes leçons. Elles ont disparu, je crois, en 68. Sous la pression des étudiants et d'un certain nombre d'activistes. Et je me souviens très bien, il y avait donc une salle, un grand amphithéâtre, plein de gens qui attendaient et qui appartenaient uniquement à la catégorie des soignants. Il n'y avait pas, au moins officiellement, de malades dans l'assistance.
en tout cas superficiellement. Et tout d'un coup arrivait un ou une malade, en général avec une blouse hospitalière, enfin une blouse de malade. Et parfois, il y avait un problème parce qu'à l'entrée, effrayé par cet auditoire important, la personne tout d'un coup regimbait et ne voulait plus rentrer. Et il y avait la surveillante qui la persuadait, elle disait, mais non, ils sont gentils, allez-y, etc. Et je me souviens de mon embarras, j'étais jeune à l'époque et étudiante, de mon embarras en voyant cette dame qui était littéralement traînée à la tribune où elle devait répondre pour son affection, la maladie dont elle souffrait, à des questions indiscrètes et parfois posées de façon extrêmement brute, du genre « Est-ce que vous avez eu envie de coucher avec votre père ?» C'est quelque chose qui m'avait à l'époque passablement traumatisée. Mais c'était quelque chose qui était entré dans les mœurs et il a fallu le bouleversement de 68 pour que définitivement ces leçons cliniques officielles disparaissent. Vous les... Terrible parce que moi j'ai été donc j'ai suivi parce qu'elles ont disparu là mais elles n'ont pas disparu partout. En tout cas les psychanalystes ont une grande tradition de leçons ou de sections cliniques ou de présentations cliniques. Pour ma part j'ai été formée par des présentations cliniques qui à l'époque étaient au Val-de-Grâce avec le retour des opérations et du théâtre des opérations avec les militaires. Voilà, je comprends tout à fait, mais tout dépend comment vous faites une présentation clinique. Aujourd'hui, la chaire de philosophie à l'hôpital est également, puisqu'elle est, je vous l'ai dit, en Creative Commons, donc il en surgit un peu comme ça dans différents endroits, dont une au CHU de Clermont-Ferrand, qui a été portée par la psychiatrie encore, mais les gynécologues obstétriciens, la maternité, la pédiatrie. C'est-à-dire que chaque service, ce n'est pas nécessairement l'oncologie, etc. Il y a une quantité d'autres services. Et ils ont restauré une tradition de présentation clinique, mais avec un binôme un peu particulier, à la fois d'un psychanalyste, d'un philosophe et puis d'un médecin, parce que ces présentations cliniques ne sont pas exclusivement à l'attention de la psychiatrie, étonnamment. Ce sont des présentations cliniques aussi qui peuvent fonctionner avec d'autres patients qui le demandent. Il faut savoir que les patients le demandent. Donc il y a un consentement des patients quand ils viennent en présentation clinique. Je ne sais pas si dans les grandes leçons il y avait un consentement. Je ne suis pas sûre qu'on était au même endroit sur ce qu'était un consentement de patient. Aujourd'hui, très clairement, au fil de la cure, à un moment donné, une proposition est faite aux patients sur cet exercice particulier et sur ce dispositif particulier de la présentation clinique, parce qu'il y a des, comme disait Lacan, il y a des points de butée et qui sont compliqués. Et donc à ce moment-là est proposé cela et le patient, s'il le désire, le fait. S'il ne le désire pas, ne le fait pas. Donc voilà, je veux dire, il peut y avoir un mode non barbare des présentations cliniques. Je l'imagine bien et je m'en réjouis. Mais je reconnais que rétrospectivement, et peut-être avec la sévérité de la jeunesse, j'avais surtout l'impression que c'était une illustration d'une nosologie psychiatrique ancienne. D'ailleurs, très souvent, on nous distribuait des feuilles qui rappelaient la richesse, les détails des observations d'Esquirol et d'autres grands aliénistes. Et les présentations de malades n'avaient pas vraiment une fonction heuristique, puisqu'elles étaient plutôt la confirmation d'un savoir bien établi. Et de plus, je n'ai pas le souvenir non plus qu'il y avait des suggestions thérapeutiques ou une espèce d'ouverture vers une guérison ou un rétablissement ou un retour à la société. Au contraire, on était vraiment dans un univers asilaire. Et j'ai vu avec plaisir le mur symbolique de Sainte-Anne détruit, au long duquel on passait presque en baissant la voix. Je suis assez d'accord pour tout cet ancien temps. Aujourd'hui, heureusement, les dispositifs s'adaptent.
Un point juste sur l'extérieur, existe-t-il d'autres chaires de ce type-là? Non. En revanche, des réflexions, heureusement, sur effectivement, mais plus que des réflexions, des centres. Je dirais qu'à l'étranger, on a beaucoup de structures qui sont divisées, c'est-à-dire qu'il y a des laboratoires entiers dédiés aux humanités médicales, ce qu'on a aussi en France. Il y a des centres d'éthique clinique, ce qu'on a aussi en France. Je veux dire, en France, on a 30 ans d'une tradition et d'une expertise en éthique médicale tout à fait présente, en humanité médicale, etc. Je peux en citer quasiment sur tous les sites. On pense bien sûr à l'espace éthique de la PHP au départ, mais pas seulement. On pense à Fournier, on pense à quantité d'endroits, à l'école de la Salpêtrière, bon bref. Donc ça, aujourd'hui, il y a un collège, enfin pas aujourd'hui, depuis maintenant, je dirais 2005, il y a un collège précisément dédié des enseignants des humanités dans les facs de médecine. Je me lance là-dessus d'ailleurs parce que c'est un cheval de bataille, entre guillemets, la chaire. Je vous invite à lire l'étude que nous venons de sortir sur quel enseignement des humanités dans les facs de médecine, avec une dizaine de recommandations, et qui justement fait toute la cartographie en France de qu'est-ce qu'on appelle les humanités médicales, qu'est-ce que c'est concrètement, comment c'est enseigné, etc. Quelle année, quel type d'exercice, bon, qu'est-ce qu'on devrait enseigner, et puis bien évidemment quelque chose qui se situe, on a aussi un peu benchmarké entre guillemets à l'international. Mais par exemple, quand je voyage aussi, et je reviens là où j'ai signé une convention, en tout cas j'ai signé un executive programme avec le Rwanda, avec University of Global Health Equity, donc voilà, et partout, juste avant nous avons signé une convention avec l'hôpital du Mali, donc l'hôpital du Mali à Bamako, pareil, pour le fait 3 ans pour mettre en place une chaire humanité et santé, avec, c'est eux qui l'ont demandé, bien sûr un focus spécial sur la relation patient-soignant, etc. Bon, ça c'est assez classique. Un focus très lourd sur l'éducation thérapeutique, qui est pour eux, chez eux, un enjeu de santé publique. Bon. Et c'est 30 heures plus 60 heures, donc 90 heures, sur la question de l'éthique des données. Donc, vous voyez, donc c'est aussi ça, hein, la chaire. Les grands shifts, si vous voulez, qui sont aujourd'hui et qui, je pense, moi, vraiment font que les humanités ont une place définitive. C'est le chronique devant l'infectieux, qui quand même change beaucoup, beaucoup de choses. C'est la santé connectée. C'est le sociétal et le médical. On ne va jamais être aussi devant cette porosité-là. C'est l'allongement de la vie, c'est la demande du patient, si vous voulez. Le patient consent aujourd'hui, pas toujours, parce que c'est plus ambivalent. Votre expérience sans doute le dira, mais une grande partie des patients consent à partir du savoir partagé. Alors que par le passé, on consentait par transfert, si j'ose dire. Ce n'était pas tout à fait la même chose. Aujourd'hui, le savoir partagé crée Voilà. On sait aussi que tout ce qui est de la prévention, tout ce qui est l'observance, se joue dans le colloque singulier, dans ce temps-là. Et que plus on réduit ce temps-là, plus on réduit une bonne observance. Bref, il y a un coût caché de l'absence des humanités dans les cursus de soins et dans la pratique médicale, qui est assez conséquent. Et je vous renvoie à un rapport qui vient de sortir de l'OMS, là tout juste, qui est le rapport, je crois, Helsinki, parce qu'il a été, délivré à Helsinki, et qui précisément fait de l'evidence-based medicine liée à la présence des humanités. Puisque c'est ça c'est là-dessus qu'on vient nous chercher, entre guillemets, en nous disant, mais quels sont vos indicateurs ? De fait, vous avez aujourd'hui des démarches véritablement pertinentes pour montrer que oui, cette présence des humanités fait que on se soigne mieux, on se guérit mieux, et surtout l'être relationnel qu'est le malade, de fait, rentre dans un processus de résilience bien plus efficace. Et justement, vous le disiez tout à l'heure, votre chaire
elle est ouverte aux soignants, aux soignés, mais également aux familles des soignants. Comment on attire les familles? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est une approche particulière? Est-ce que c'est un traitement particulier de l'information qui concerne leurs proches, patients? Si vous voulez, si je veux être honnête aujourd'hui, la problématique n'est vraiment pas celle d'attirer. Elle est celle de répondre à la demande, si je veux être juste. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on est plutôt dans une difficulté de pouvoir être à la hauteur des espérances et des attentes, parce que le sentiment de réification, il est très fort. Le sentiment de burn-out des personnels soignants, il est très fort. Nous, on est beaucoup appelés par les services sur des questions de comment je fais pour que mon institution reste une institution qui soigne, alors qu'elle est toxique. Voilà ce que je reçois tous les jours. Donc c'est ça donc moi j'ai plus une difficulté de dire, mon Dieu, comment je mets en face des troupes assez nombreuses pour répondre à ces enjeux. Les familles sont en déshérence. Voilà, donc elles sont en déshérence. Alors bien évidemment, il y a heureusement quantité d'associations de patients qui sont là et qui font à la fois du plaidoyer et un travail tout à fait conséquent mais elles se sentent très souvent démunies, abandonnées, etc., etc. Donc quand soudainement il y a un lieu qui peut accueillir non seulement la verbalisation de leur souffrance, mais aussi un lieu un peu concret qui les remet dans un circuit capacitaire, c'est-à-dire elles redeviennent capables, franchement, il n'y a pas de souci à les attirer. Et il n'y a pas eu tellement de soucis à faire advenir cette chaire. Je pense que peut-être il y a 10 ans, il y a 15 ans, l'histoire aurait été différente. Aujourd'hui, il y a tout de même une réflexion très commune, pas au sens banal du terme, mais très partagée par quantité de médecins, de soignants qui disent oui, non seulement on ne peut pas continuer comme ça, mais en fait on n'a pas envie non plus de continuer comme ça. Et donc, et vous découvrez que dans plein d'endroits, quantité de médecins, je ne vais pas en citer, il y en a plusieurs dans la salle qui sont ici et qui font ça très bien depuis des années, quantité de médecins ont déjà pris le lead sur ces questions-là. Et d'eux-mêmes font ça. Et au contraire, voilà, on vient simplement poursuivre autrement, mais avec eux, ce qu'ils ont déjà commencé. Oui, je voulais intervenir parce que, en vous écoutant, je comprends mieux comment concrètement cette chaire peut espérer faire bouger quelque chose et en même temps répondre à des demandes qui sont très importantes. Mais en même temps, c'est quelque chose qui n'est pas si neuf que ça. Je veux dire qu'en particulier chez les médecins, en raison des problèmes de sélection, s'était posé la question de l'introduction. À l'époque, on ne disait pas trop les humanités. En fait, on ne savait pas ce qu'on voulait introduire. C'était très différent d'une faculté à l'autre. Je me souviens un peu d'avoir joué, à cause de ma double casquette, un rôle d'aller d'une université à une autre. Et chaque doyen avait son idée très personnelle de ce qu'il voulait introduire. Donc c'était extrêmement hétérogène. Et les 20% qui étaient supposés aller à la formation en ce qu'on pourrait qualifier d'humanité aujourd'hui, étaient occupés de façon très variable en fonction des compétences locales dans les universités ou des préférences philosophiques. Et alors, ce qui était décevant, c'est que quelque part, l'idée était de former des médecins qui soient des humanistes et aussi plus humains, plus profondément humains. C'était ça le but. En fait, très vite, on s'est aperçu avec un certain nombre d'enquêtes que la sélection n'était pas du tout modifiée par l'introduction de ces fameux 20%. L'idée était de faire des médecins pas seulement savants, mais aussi capables de s'adapter, d'écouter leurs malades, etc. Et en fait, on découvrait que finalement, la sélection était la même. C'est-à-dire que face à des questionnaires, à des examens qui pouvaient aller d'une dissertation à des QCM, à des questions à choix multiples, finalement, c'était toujours les mêmes qui étaient sélectionnés. C'est-à-dire les petits malins qui répondent vite, qui pigent le biais dans la question et qui savent se tirer d'un examen. Et bien finalement, c'est toujours les mêmes. Et ce n'est pas forcément les bons élèves
et les polytechniciens qui se sont orientés vers la médecine, ce n'est pas forcément eux qui vont rénover la médecine. Donc, quelque part, cette introduction des humanités, qu'elle ait pris, n'a pas apporté la... D'autre part, je me souviens de ma déception quand j'essayais précisément dans ces cours d'introduire les étudiants à une autre façon de pratiquer la médecine. Quand ils levaient la main, c'était pour préciser « Vous avez dit que Freud est né en telle année ?» Parce qu'ils entrevoyaient la possibilité qu'il y ait une question précise qui leur vaudrait un point. Et de ce point de vue-là, je n'ai jamais rien vu d'aussi décevant que l'enseignement dans le premier cycle. Donc finalement, ce n'est peut-être pas à ce moment-là qu'il faut introduire l'enseignement des humanités. Mais quand ? Après, il y a les concours, etc. Donc, à plusieurs reprises, les réformes éducatives se sont heurtées. Quand est-ce que trop tôt, au début de la sélection, c'est trop tôt. Ensuite, au moment des expériences hospitalières, les gens sont pris par des concours et c'est peut-être aussi trop tard. Il n'empêche d'ailleurs qu'il y a eu parfois des réactions surprenantes. Les étudiants de certaines universités se sont aperçus en 5e année qu'ils n'avaient jamais vu de morts, de mourants. Et ils ont été saisis d'une panique intense. Qu'est-ce qu'on fait quand on est face à un malade pour lequel on ne peut plus rien parce qu'il est en train de se décéder sous vos yeux? Et donc, l'idée que peut-être lui prendre la main ou quelque autre geste de sympathie et de participation serait bienvenu, il y avait une panique à tel point qu'en plaisantant, on disait on va organiser des travaux pratiques pour apprendre aux gens à assister à un mourant. Toutes ces considérations, je suis très contente quand même de vous découvrir comment vous allez fonctionner. Parce qu'un des problèmes que je m'étais posé quand j'ai vu que vous étiez à l'Hôtel-Dieu, je me suis dit, oh, l'Hôtel-Dieu est un hôpital qui n'est plus un hôpital de plein exercice. Autrement dit, l'histoire arrive au moment où les patients s'en vont. Et j'avais vécu ça de façon extrêmement aiguë parce que j'étais à l'AENEC au moment où cet hôpital, ancien hospice des incurables, a fermé ses portes. Et il a fermé ses portes et il y a eu une brève période où on a envisagé que ce magnifique hôpital du XVIIe siècle puisse héberger justement une réflexion telle que celle que vous menez, et j'en suis très heureuse, une réflexion de critique et de reconstruction. Il me semblait que c'était bien là, dans les murs qui avaient hébergé tant de souffrances et tant de péripéties récentes. Je rappelle que non seulement la tuberculose à une certaine époque, mais le sida a été un des grands domaines de l'hôpital l'AENEC. En fait, ça ne s'est pas passé du tout comme cela. L'AENEC a été transformée en un ensemble de logements de charme. Les promoteurs s'en sont emparés. Ils ont écrit sur les murs « propriété privée », ce qui, chaque fois que je passe devant, crée chez moi une crispation, parce que cet hôpital, c'était quand même un bien public, c'est un bien qui avait été financé par des générations de personnes charitables qu'il avait légué pour que les pauvres y soient soignés. Donc il y a là quelque chose qui est profondément choquant. Bon, vous connaissez sans doute l'histoire de l'Hôtel-Dieu ces dernières années et des batailles qui ont été celles de l'Hôtel-Dieu. Et aujourd'hui, il y a donc un chantier. En l'occurrence, nous, quand nous avons commencé, c'était donc 2015, il y avait encore des patients, mais le choix de l'Hôtel-Dieu était plus symbolique. Il était symbolique parce qu'il renvoyait à toute l'histoire de l'Hôtel-Dieu. Et comme nous savions déjà à l'époque que nous étions en Creative Commons, nous savions que voilà, Sainte-Anne allait être bientôt dans la partie. Il y a 80 000 patients par an sur le GHU. Donc, a priori, ça va au niveau des patients. On avait dans la boucle aussi au loin le CHU de Clermont, la Salpêtrière avec l'Université des patients de Tourette-Turgis. Donc, cette question-là des patients, entre guillemets, par rapport à la chaire, n'était pas problématique. En revanche, ce qui arrivait à l'Hôtel-Dieu l'était. Et ce qui arrive à l'Hôtel-Dieu, bon, je pense qu'on ne va pas ouvrir le débat là-dessus parce que c'est immense. Et aujourd'hui, l'Hôtel-Dieu se voit divisé entre une partie qui va être encore dédiée à un certain type de soins,
Et puis une autre partie, je ne sais pas, j'avoue que je n'ai pas moi-même compris encore qu'est-ce qu'il y a, si c'était, je ne sais pas, parce que j'ai vu des plans vaguement, mais enfin c'est, on va dire, privé. Hein, donc je ne sais pas bien ce que ce sera, mais c'est clair que ce ne sera pas totalement un hôpital comme nous l'avons pensé jusqu'à présent. Et que, bon, moi qui considère que l'hôpital est un pilier de la cité, ça me fait, comme vous, une crispation assez forte par rapport à ça. Cela dit, juste, je vous renvoie là encore parce que c'est trop long, on a véritablement maquetté, entre guillemets, cette histoire de l'enseignement des humanités, première année, deuxième année, troisième année, etc., pour essayer justement d'entrer dans le concret. Et on a déposé d'ailleurs auprès de la ministre Buzyn l'étude. Et donc, il y a de fait la réforme de la PACES qui est dans les clous aujourd'hui, avec cette idée justement de venir corriger ce que vous dites, Anne-Marie, c'est-à-dire, voilà, il faut que d'autres types de profils viennent faire les études de médecine, alors que jusqu'à présent, un certain type de profil dit mathématiques, etc., prenait la main. Donc là, il y a une volonté de réouvrir à des cursus entre guillemets liés à la littérature, à l'histoire, etc., qui pourraient venir aussi donc comment dire, peupler les rangs de la première année, et puis voir ensuite comment voilà, comment on évalue aussi, parce que très souvent les humanités étaient là sans être évaluées, donc ce qui est très compliqué pour un étudiant en médecine qui est dans une année effectivement de concours où ce qui compte c'est de fait un chiffre, hein, donc ce qui n'est pas évalué ne compte pas. Mais pour vous montrer juste un type d'exercice que l'on fait encore aujourd'hui, je pense donc à Paris 5, qui ne s'appelle plus Paris 5, donc qui s'appelle, je ne sais plus, Université de Paris, pardon. Université de Paris, l'Institut Illumins, peut-être que vous le connaissez, qui est un institut donc de simulation, qui a été notamment créé par le professeur Antoine Teignères et avec lequel nous avons formé convention il y a 5 ans déjà, avec lequel nous travaillons, voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Ça se passe sur, alors c'est plutôt effectivement comment dire, le second cycle, donc pas le premier temps, deuxième, troisième cycle. Et puis là, vous avez une partie, ça dure à peu près 3 heures. Hein, vous avez d'abord un jeu de rôle. Hein, je ne sais pas si vous êtes allé visiter Illumins, mais vous avez la possibilité, voilà, donc soit d'avoir parfois même des acteurs, en tout cas de jouer une scène liée avec des scénarios particuliers où on est guidé, où comment dire, les étudiants font un certain type de travail. Ça, c'est une première partie. Une deuxième partie, la classe regarde par des caméras et ils font cet exercice-là. Ensuite, on débriefe tous ensemble. Et ensuite, dernier temps, il y a un temps dédié au SHS par rapport à ce qui s'est joué dans ce moment. L'annonce, qu'est-ce qu'une vérité capacitaire ? Hein, qu'est-ce que dire la vérité à son patient, par exemple, qu'il soit schizophrène, que ce soit un enfant, une oncologie, une maladie rare, que sais-je. Et là, tout d'un coup, c'est souvent très apprécié puisque ça part je dirais, d'un exercice, d'une confrontation avec une simulation de pratique. Et on remonte à la théorie plutôt que d'emblée d'avoir un exercice qui viendrait déposer les grands principes de l'éthique médicale ou les grands principes des humanités médicales, que sais-je. Bon. Donc voilà, on a aussi différents dispositifs. Et les étudiants, moi mon expérience, c'est que les étudiants, sur la question même du sens, tout simplement, hein, sont en demande des humanités et qu'ils voient, je pense, qu'ils voient tout simplement, encore une fois, que ça renvoie à cette approche holistique. Et qu'aujourd'hui, passer à côté de cela, c'est passer à côté tout simplement d'un soin plus opérationnel. Alors je vais vous poser une question volontairement naïve. Moi, le sentiment que ça me donne, c'est que le diagnostic est posé, il y a des solutions, mais que finalement, les solutions ont du mal à se mettre en place. À votre avis, il y a une raison particulière? C'est parce que c'est un problème de lobbying, c'est un problème de ressources? Comment vous appréhendez ce point? Alors, sans doute que ceux qui sont dans la salle auront aussi leur vision de cette chose-là. Non, je pense que dans un premier temps, il y a eu tout de même une illusion qui a été celle d'ailleurs dans différents endroits et pas exclusivement
dans l'enseignement de la médecine, c'est-à-dire une illusion que la technicité, le rationalisme gestionnaire, que toute une série, si vous voulez, de sciences devaient précisément, pour être opérationnelles, sans doute se dessaisir des humanités. C'est-à-dire que je pense qu'il y a eu un phénomène inverse qui a été de poser une scission et en considérant que les humanités, après tout, bon, ça relevait du supplément d'âme, que c'était quelque chose qui arriverait avec l'expérience, mais que ce n'était pas nécessaire, que dans une approche comme ça, très positiviste, d'évaluation, d'efficace, etc., cette illusion positiviste de l'efficacité, je pense qu'il y a eu cela aussi. Très clairement, de façon idéologique. Bon. Et d'ailleurs, je vous le dis encore une fois, pas que là. On a vu dans d'autres endroits comment l'économie, la science économique, s'est littéralement divisée entre des approches très quanti, très statisticienne, voilà, très macro, etc. Et puis des approches très quali, plutôt portées par une sociologie de l'économie. Enfin, je veux dire, cette séparation, elle a existé quasiment dans toutes les grandes disciplines. Et le problème, c'est que toutes les grandes disciplines n'ont pas nécessairement au bout un être humain. Enfin, elles l'ont, cet être humain, mais pas comme ça tout de suite dans un tel état de vulnérabilité. Mais sur l'économie, c'est très intéressant parce que oui, il y a un être humain vulnérable au bout. Et simplement, Esther Duflo, qui vient aujourd'hui dans le PSL, qui vient de récupérer le prix Nobel de l'économie, c'est très drôle parce que c'est l'anti-Tyrol. C'est-à-dire c'est véritablement le contraire de l'école qui a été, il y a encore 2 ans, voilà, à juste titre. C'est une grande école. Mais de fait, on sait très bien aujourd'hui dans l'économie du développement que si on n'a pas des approches qui partent de la vulnérabilité et qui par ailleurs font des approches randomisées, etc., ça a été son astuce à Esther. Ça a été de garder les SHS et puis d'aller trouver un peu de méthodo de sciences dures et puis de faire passer en fait une véritable, je dirais, cette nécessité aussi que les SHS doivent prouver leur robustesse scientifique. Bon. Donc je pense que ça partait de là, de manière quand même de conflit, à la fois idéologique mais aussi d'épistémo. Et puis oui, et puis après, vous avez sans doute des moyens, vous avez la problématique de la formation, c'est pas simple de savoir si c'est à la fac, pas à la fac, etc. etc. Aujourd'hui, oublions le passé, aujourd'hui nous avons un ministre qui est plutôt dans cette volonté, non seulement de réformer la première année et le cycle, et par ailleurs de penser une place importante, comment dire, pour les humanités dans le cursus. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, nous avons les ressources, parfois dans les facs de médecine, totalement à l'extérieur de ces ressources pour pouvoir tout simplement faire cette formation. Donc, je dirais, vraiment, tout est en place pour enfin faire ce que nous avons à faire. Je voudrais revenir sur un mot que vous avez prononcé qui est très important, c'est celui de division. Moi, ce qui me frappe, oublions un peu les étudiants, les privilégiés malgré tout, et parlons des professionnels du soin dont vous avez évoqué le burn-out, la dépression, etc. Ce qui me paraît très important, c'est le fait qu'à l'hôpital, il y a une division du travail qui s'est prolongée dans une séparation des professions et des spécialités assez strictes. On a évidemment, on a par exemple beaucoup dénoncé, comme la grande leçon à Sainte-Anne, la visite du patron avec tout son état-major derrière lui et au fond quelques infirmières et aides-soignantes tendant l'oreille. Ça a été supprimé. Ça a été considéré comme étant désagréable pour le patient, choquant pour sa pudeur, pour son intimité, etc. Donc, il n'y a plus cet événement que constituait la visite solennelle où on discutait avec des grands mots au lit du malade, des choses qu'il ne comprenait pas toujours. Mais en même temps, le résultat a été une division extrême du travail. Chaque profession maintenant sait très bien les gestes qu'elle doit faire et ceux qu'elle ne doit pas faire. Et il n'est pas question, quand il y a un problème, de suppléer. Ce n'est pas, le patron ne passera pas le bassin quand il n'y a personne depuis une demi-heure. Et cette division va très loin. Et je pense que, d'une certaine façon, l'informatisation a aidé à ce processus de séparation des gens. Par exemple, la transmission.
quand il y a une rotation des équipes. Et quand se produit la rotation, il y avait un cahier. Mais la plupart du temps, il était assorti d'un échange direct face à face. De plus en plus, cette transmission devient quasiment mécanique, presque anonyme, puisqu'elle se fait par l'ordinateur et l'échange humain se réduit souvent à un bonjour, bonsoir. Et ça a été justifié pour plusieurs raisons. Certains membres des professions de santé, en particulier les aides-soignantes et les infirmiers et infirmières, expliquent volontiers que finalement, le fait que chaque profession est limitée à un certain nombre de gestes, ça établit clairement les régimes de responsabilité, ça interdit les initiatives, mais ça sécurise aussi parce qu'on ne va pas prendre de risques en faisant quelque chose, un geste qui n'est pas prévu. Et finalement, le grand argument, c'est que cette division, cet éloignement des personnels permet une absence de conflit. Puisqu'on ne se voit pas, on ne se dispute pas. Et d'ailleurs, tout le monde est renfermé dans sa coquille, presque symboliquement. Par exemple, l'ancienne surveillante, qui était l'œil de Moscou dans toutes les chambres, maintenant, elle est la plupart du temps, elle s'appelle cadre, et elle est soit absente à une réunion, à une formation. Oh, je m'excuse pour ceux d'entre vous qui pourront peut-être trouver que je y vais un peu fort. Mais finalement, elle est absente, elle est indisponible. Et ça, c'est une chose qui est extrêmement... Chacun est finalement dans sa sphère. Et ce n'est parfois qu'à minuit, quand il y a un tout petit peu de temps disponible, que tout d'un coup, une infirmière ou une aide-soignante laisse échapper des confidences ou en écoute. Il y a un très beau livre qui s'appelle « Le savoir de la nuit » qui parle beaucoup de cette expérience non dite, non enregistrée et revendique quelque part quelle est sa place. Est-ce que vous avez eu des offres comme celle de percer le... Excusez-moi, juste avant que vous n'interveniez, parce que je tiens le chrono également, Oui. je sais que vous avez un impératif. Je réponds rapidement, vous et puis en plus, on a et des si questions. vous le souhaitez, après, on proposera au Tout à fait. public de poser des questions. Merci. Rapidement, juste sur la question, 3 points. Il y a un texte qui est charmant, enfin charmant, c'est pas le mot, de Foucault sur l'hôpital comme, comme instrument de la technologie moderne du soin. Je vous invite à, comme incorporation, oui c'est ça, incorporation de l'hôpital dans la technologie moderne. Qui est charmant puisqu'il rappelle effectivement qu'on a échappé à quelque chose, chère Anne-Marie, c'est qu'avant, la cohorte était précédée d'une clochette. Donc, vous voyez comme quoi les choses quand même évoluent. Donc, il y a un très, très charmant texte comme ça de Foucault qui explique tout cet aéropage qui effectivement était... voilà, n'avait pas pour objectif, en tout cas le soin, mais un autre type d'objectif, je ne sais pas, une hiérarchisation du savoir, que sais-je. Bon. Mais oui, la division du travail aujourd'hui, ça porte aussi un autre nom, ça s'appelle aussi tarification à l'acte pour d'autres choses. Voilà, non seulement les patients s'en plaignent, mais les soignants s'en plaignent. Les indicateurs. Voilà, donc c'est un grand problème des indicateurs et de ce lean management, de cette taylorisation entre guillemets du soin parce que chacun comprend la nécessité de l'efficace. L'efficacité est un critère éthique. Donc c'est absolument déterminant que, en revanche, on ne soit que dans une certaine idée de l'efficace qui est en gros la raréfaction des moyens financiers. Bon, c'est passé à côté, je crois, de l'efficace. On le sait tous, les services hospitaliers et d'urgence sont dans la rue à cause de ça. Et en plus, on a cet enjeu considérable de redonner du temps aux soins. Et nous, on avait cette volonté. Quand tout d'un coup, Philippe Juvin me dit, moi, en gros, je perds mes patients. Et un de mes problèmes, c'est je perds mes patients. Je trouve que ce n'est pas à lui de gérer ce problème, si vous voulez. Et que donc, nous, ingénieurs, designers, etc., on va essayer effectivement de trouver une solution de géolocalisation qui fait que lui, il va gagner du temps et ses équipes vont gagner du temps parce que l'enjeu, c'est de produire du soin et pas de chercher des patients. Voilà. Et juste un dernier point, on a un grand cours, si ça vous intéresse, puisque bien évidemment, la question de la judiciarisation, de la responsabilité, etc., est une question terrible. Et pas que là, hein. Les EHPAD, c'est un univers entier dédié à des pratiques de soins qui sont devenues liberticides
pour précisément ne pas risquer quelque chose. Jusqu'où le risque est-il un soin? Voilà un type de question qu'on traite aussi à la chaire de philosophie. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui. Voilà, je voulais remercier nos intervenants déjà pour cette présentation. Les humanités aussi, les remercier de nous parler de ce sujet. Je crois que c'est extrêmement important à l'hôpital. On a eu un petit événement récemment avec le cinéma et hors norme, je pense que vous en entendez parler, qui consacre, je ne sais pas si on peut dire si c'est un événement heureux, puisqu'on parle peut-être d'une certaine façon de cet échec de la technicité, et puis à côté de ça, ce mouvement associatif, de cette nécessité de porter effectivement dans des situations où aujourd'hui l'hôpital a montré d'une certaine façon un échec. Je crois avoir lu quelque part, Madame Fleury, qu'il était question d'une école française du soin, French School Care, quelque chose comme ça. Quelle est cette spécificité? Est-ce que c'est exportable? On l'espère, hein, puisqu'on a entendu parler aussi parmi nos parents qu'il fallait un bachot de lettres pour être médecin. Les humanités, c'est important, et c'est vrai que, déjà, encore une fois, merci, parce que c'est rafraîchissant de vous entendre parler de ces humanités aujourd'hui, et de continuer. Mais quelle est cette école et est-ce qu'on peut l'exporter? Voilà. Alors, exporter tel quel, jamais. En revanche, aller sur le territoire à l'international déjà exister en tant que tel, très certainement, et donner aux autres l'envie voilà, de se saisir de références qu'ils ont peut-être oubliées. Bah, le French Care, c'est différentes choses. C'est d'abord un modèle un peu spécifique à la française, hein, qui est aussi son histoire, la santé publique, l'État-providence, la sécurité sociale. Enfin, je veux dire, c'est tout un certain type d'organisation du soin sur notre territoire, c'est quand même cela. Et puis, c'est des héritages théoriques. On a parlé de Canguilhem, donc c'est une des grandes notions voilà, qu'on ne retrouve pas nécessairement dans une école anglaise du soin, ou d'une école américaine qui va plutôt aller sur Gilligan, Tronto. Nous, on va aller sur Foucault. On est des enfants de la psychothérapie institutionnelle, même si on n'est pas forcément d'accord avec tous les éléments de la psychothérapie institutionnelle, mais on est des enfants de Laborde, on est des enfants de Saint-Alban, on est aussi des enfants de Kingsley Hall, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'antipsychiatrie, même si on ne va pas jusqu'au bout de l'antipsychiatrie, hein, je rassure les uns et les autres. Mais tous ces héritages sont des héritages, entre guillemets, voilà, qui produisent un certain type de care. En tout cas, on essaye de défendre ça. On a, je vous ai dit, la diplomation des patients experts. Ça n'existe qu'en France. Donc, voilà. J'étais au Rwanda. C'est merveilleux. C'est-à-dire que la première chose, quand j'ai présenté la chaire comment dire, au forum là, de Global Health, c'était de dire, mais nous aussi, on veut a patient school. Nous aussi, on veut ça. Mais comment vous faites ça? Mais comment c'est possible? Vraiment, vous avez vraiment fait ça? Bon, et oui, la France a fait ça. En l'occurrence, la Salpêtrière, la Sorbonne Université et encore une fois, je ne présente pas l'université des patients de Tourette-Turgis comme étant l'alpha et l'oméga du soin. Il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit simplement de venir voilà, proposer d'autres types de formations et d'autres types de parcours. Pourquoi? Parce que si vous voulez, dans la chronicité, c'est vrai que les patients sont souvent démunis. Le médecin est très très bon sur l'aspect tumeur, etc. Au-delà sur la question économique, la question de ma dépression, la question de mon image de moi quand j'ai perdu un sein, etc. La question de... Enfin, je sais pas, vous voyez très bien, c'est beaucoup plus compliqué. Et tout d'un coup, la crédibilité, non pas la légitimité, mais la crédibilité d'un patient expert, elle peut sauver un patient. Puisque précisément, cette personne-là me prouve que la résilience est possible. Donc vous voyez, d'un coup, ça met immédiatement le patient dans une projection. Immédiatement. Alors, le lien, il est essentiel puisque on fait aussi un travail d'aide au plaidoyer.
Donc, on a plaidoyer au sens de dire, bah, tiens, quand ils veulent défendre une montée en normes pour tel ou tel, soit établissement, quand c'est du micro, soit il faut pousser pour que, comment dire, la Haute Autorité de Santé ou, comment dire, le ministère fasse quelque chose pour, par exemple, ne pas le nommer, le droit universel au répit, qui est une demande aujourd'hui des patients structurés. Bon, bah, tout ça, il faut le structurer, il faut aider à mettre en place à la fois ces textes, ces pensées, la diffusion de cette idée, la formation des uns et des autres. Donc voilà, donc nous, notre travail, il est véritablement d'être une espèce de chaînon manquant, comme ça, avec tous ceux de défendre ce que nous appelons la fonction soignante en partage. Voilà, et ce que d'autres appellent l'alliance thérapeutique. Hein. Donc c'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau. C'est Puis pas je pense nouveau. que avec le tournant ambulatoire de l'hôpital, on est d'une certaine façon à la fois inspiré et contraint. On est inspiré parce que c'est évidemment souhaitable que le patient devienne acteur et partage, etc. Mais en même temps, on est bien obligé, quand on voit comment les tempos sont réduits à l'hôpital, que le patient revient chez lui, qu'à tous les égards, c'est important, en particulier en cancérologie, avec de plus en plus de chimiothérapie ambulatoire au domicile. Il faut nécessairement, c'est une nécessité absolue, ce n'est pas seulement un souhait philosophique, que le patient comprenne ce qui se passe et puisse guider la thérapeutique, espacer des cures, etc. Bref, réellement faire du soin quelque chose de partagé. C'est vraiment l'ambulatoire aujourd'hui. Penser qu'on va faire de l'ambulatoire sans éducation thérapeutique, mais c'est une folie. Et d'ailleurs, tous les médecins vous expliquent, et notamment les urgentistes en premier, qui en a marre de l'ambulatoire. Pourquoi ? Parce que ça revient en backlash dans la tête, parce que précisément cet ambulatoire n'est ni anticipé, ni accompagné, ni formé, et que ça ne marche pas. Alors mortifère de temps en temps. Et alors que, et bien sûr qu'il est souhaité et qu'il est souhaitable. Donc, si vous voulez, on est d'accord sur cette finalité-là. Mais comme toute nouvelle finalité, elle demande de la complexité et elle demande une montée en compétences. Et quand il y a une montée en compétences, il y a une obligation de formation. Dans le cadre de la relation société-santé que vous avez évoquée, je voudrais avoir votre sentiment sur un phénomène auquel on assiste de plus en plus, qui est une opposition entre l'empirisme et ce qu'on appelle la vérité scientifique. Et c'est une préoccupation. Et qu'est-ce que vous faites au niveau de votre chaire en termes d'abord et d'idées ? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous... Alors, parce qu'en philosophie, l'empirisme, ça renvoie... Qu'est-ce que vous appelez par empirisme ? C'est-à-dire la vérité qui remonte du terrain, c'est ça ce que vous appelez empirisme ? C'est quoi ? Essentiellement, oui. D'accord. Bon, en philosophie... Pas exclusivement, mais essentiellement. Non, ben, quand j'ai dit tout à l'heure qu'on a différents cours, alors je ne vais peut-être pas répondre totalement à votre question, mais voilà, on a des grands cours, on va dire, sur les typologies de la vérité. Donc les approches épistémologiques de la vérité, qu'elles soient philosophiques, scientifiques, positivistes, qu'elles soient cliniciennes. On a également, je vous l'ai dit tout à l'heure, cette notion de vérité capacitaire, au sens où qu'est-ce que c'est dire la vérité, jusqu'où on dit la vérité et jusqu'où le patient et plutôt le soignant, normalement, a cette obligation de produire, si j'ose dire, de l'agency chez son patient, c'est-à-dire de la capacité de faire. C'est-à-dire que dire une vérité, je pense pour ma part, que autant le philosophe peut dire une vérité, et puis on a, comment dire, qu'est-ce que la vérité et quoi, et quels sont les indicateurs de cette vérité, que sais-je, et quelle est la place de l'incertitude dans cette vérité, surtout demain avec la médecine génomique. Enfin bref, il y a des cours entiers là-dessus. Mais je crois que la différence profonde entre un clinicien et un philosophe, c'est la question capacitaire. Ça, c'est mon point de vue, mais on le débat en cours. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que produire une vérité sans se soucier des effets que cette vérité produit, je pense que c'est quelque chose qui peut convenir aux philosophes ou aux scientifiques. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui peut convenir aux soignants. Oui, j'ai peut-être mal posé ma question, alors je vais changer le terme de vérité par preuve. Ah, le evidence-based medicine ? Oui.
D'accord. Ah bah ça, il y a des cours entiers sur l'evidence-based medicine, et je vous ai dit tout à Mais l'heure. face à l'empirisme. Oui, alors. Oui, enfin, vous allez sur la chaire de philo, et puis vous allez voir une session sur l'evidence-based medicine, et puis aussi ce que je vous ai dit tout à l'heure sur, alors nous, ce qui nous intéresse davantage, précisément la preuve c'est peut-être ça que vous appelez empirisme, c'est-à-dire la preuve que d'autres types de fonctionnement qui ne sont pas nécessairement liés à l'evidence-based medicine, type humanité, produisent du soin et produisent de la santé. Donc ça doit sensiblement peut-être être davantage en articulation avec vous. Mais sinon, invitation est faite, non seulement à regarder les contenus de la chaire, mais à venir, cher monsieur, nous faire un cours de evidence-based medicine et d'empirisme, et vraiment, vous serez ce n'est pas une invitation en l'air. Il faut qu'on arrête, en fait, puisque Madame Fleury est attendue sur France Inter dans quelques minutes. Il y a des prix, surtout. Et puis, il y a les prix qui suivent. Donc, un immense merci, mesdames, pour votre présence et la qualité de vos interventions. Et je vous donne rendez-vous dans une quinzaine de minutes. Merci.